Tel qu'établi dans la partie précédente du cours, il faut comprendre les différences psychologiques entre les sexes, notamment en ce qui a trait à la sexualité, pour comprendre les causes ultimes du viol. Et pour comprendre les différences entre les sexes, il faut comprendre le rôle de la sélection sexuelle que j'ai défini dans la partie précédente du cours. Alors, nos ancêtres avaient des défis différents à relever selon leur sexe en ce qui concerne le succès reproductif, c'est-à-dire, je vous le rappelle, s'assurer d'avoir des descendants qui auront à leur tour des descendants. Tout comme Richard Dawkins, dont j'ai parlé dans un autre cours, celui sur le gène égoïste, Thornhill et Palmer font référence à la théorie de Robert Trivers. Quand dans une espèce l'effort parental des femelles dépasse celui des mâles, la compétition entre mâles pour l'accès aux femelles est plus féroce. Le sexe qui investit le plus dans les enfants devient une ressource limitée pour l'autre sexe. Et ceux qui font partie du sexe désiré sont alors en position de choisir leur partenaire, alors que ceux du sexe désirant sont en compétition pour être choisis. Plus la différence dans l'investissement parental est important, plus les femelles sont sélectives et plus la compétition entre mâles pour l'accès aux femelles est intense. La théorie de Trivers semble se confirmer, elle a permis des prédictions justes quant aux différences entre les sexes dans différentes espèces. Quand les femelles font pratiquement tout le travail parental, les mâles ne cherchent qu'à copuler. Et la compétition entre mâles est ultra féroce. Les mâles considèrent pour ainsi dire toutes les femelles de leur espèce comme des partenaires intéressants, alors que les femelles de leur côté sont sélectives. Elles ne traitent que certains mâles comme des partenaires appropriés. Les différences entre les sexes quant à la compétition pour les partenaires vont être assez mineures dans les espèces où la différence dans l'investissement parental est mineure. Et dans les espèces où le mâle investit davantage dans les enfants que la femelle, ben ces espèces-là, justement, sont polyandres. Alors que les espèces où l'investissement est à peu près égal sont monogames, et les espèces dans lesquelles la femelle investit davantage dans le soin des enfants, elles sont polygynes. Mais ceci dit, même dans les espèces où c'est à peu près égal, les mâles ont tendance à moins investir dans les descendants et ça donne quand même une plus forte compétition entre mâles et des femelles plus sélectives. En fait, c'est plus répandu dans la nature que les mâles investissent moins dans les petits, qui cherchent davantage à copuler et que les femelles soient plus sélectives. Bon, à partir de tout ça, qu'est-ce qui en est de notre espèce? Chez l'humain, le mâle a le potentiel d'avoir beaucoup plus de descendants que la femelle, et la femelle est naturellement plus investie dans le soin parental. Et ça, c'est très important pour comprendre les différences psychologiques entre les sexes. Notre espèce est légèrement polygyne, disent Thornhill et Palmer. En effet, les hommes pourraient techniquement se reproduire efficacement en mettant seulement un peu de temps et d'énergie, c'est-à-dire ceux nécessaires pour mettre une femme enceinte, alors que pour une femme, le temps, l'énergie et les risques encourus sont nécessairement beaucoup plus importants parce que c'est elle qui est enceinte et c'est elle qui nourrit le bébé durant les premières années de sa vie. Cette asymétrie-là naturelle dans l'investissement parental de base permet de prévoir que les hommes vont chercher davantage à copuler. Un bon nombre des ancêtres des humains aujourd'hui étaient vraisemblablement des hommes polygynes. Nous sommes une espèce dans laquelle la sélection sexuelle est plus forte envers les mâles qu'envers les femelles.
Les mâles sont plus enclins à copuler et les femelles sont plus sélectives. Dans les espèces où la sélection sexuelle est plus forte envers les mâles qu'envers les femelles, on peut faire les prédictions suivantes. Les mâles sont plus gros que les femelles. Plus de mâles seront conçus. Plus de mâles vont mourir jeunes. Les mâles vont adopter davantage de comportements risqués dans le but de trouver des partenaires sexuels. La mortalité va être plus élevée chez les mâles en raison de ces comportements. Les mâles seront plus agressifs que les femelles. Les mâles prépubères vont s'adonner à des jeux plus compétitifs et plus agressifs. Les mâles seront moins sélectifs en ce qui concerne leurs partenaires sexuels et plus enclins à copuler. Alors, ce sont toutes des prédictions qui sont avérées pour notre espèce, mais la compréhension des causes du viol chez l'humain est en relation avec la dernière prédiction de la liste. Le désir masculin est très fort. Il atteint son plus haut point durant l'adolescence et les débuts de l'âge adulte, précisément la tranche d'âge dans laquelle il y a le plus de violeurs. C'est l'hypothèse dominante aujourd'hui que la majorité des différences entre les sexes est due à la sélection sexuelle. Les mâles luttent pour l'accès aux femelles. Le caractère sélectif des femelles représente un obstacle pour les hommes dans leur recherche de succès reproductif. Les hommes qui utilisent des stratégies leur donnant accès aux femmes sont favorisés par les pressions sélectives. Or, dans une espèce où la sélection sexuelle est plus forte envers les mâles, être choisi n'est pas la seule stratégie pour un mâle pour avoir l'occasion de transmettre ses gènes. Le viol en est une autre. Bon, bien entendu, les mâles, les hommes peuvent augmenter leurs chances de reproduction en augmentant leurs chances d'être choisis, et ils le font beaucoup plus que... C'est un comportement beaucoup plus répandu, en fait, que le viol. Dans la mesure où les femmes cherchent des partenaires avec des ressources économiques et un statut social élevé, et parenthèse, cette préférence-là chez les femmes, ce n'est pas un résultat, apparemment, ce n'est pas un résultat de la dépendance économique des femmes par rapport aux hommes, parce qu'elles demeurent chez les femmes qui sont économiquement indépendantes. Les femmes ont des adaptations psychologiques qui les incitent à choisir des hommes qui ont un statut social élevé, notamment parce que ces hommes-là représentent une meilleure garantie pour assurer la survie de leur descendance et parce qu'ils sont en mesure de protéger leurs compagnes contre le viol. Et on verra plus loin pourquoi les femmes ont évolué de manière à vouloir éviter le viol. Je développerai là-dessus dans une autre vidéo. Pour faire court pour l'instant, le succès reproductif d'une femme est compromis par tout ce qui l'empêche de choisir le meilleur partenaire possible, d'éviter de mettre au monde des enfants qui ne peuvent pas être élevés, de maximiser la contrepartie des faveurs sexuelles qu'elle donne et de minimiser les risques de violence et d'abandon par son compagnon et par les autres hommes de son entourage. Et être une victime de viol, ça nuit à tous ces objectifs-là. Pour en revenir au succès reproductif des hommes, dans la mesure où les femmes cherchent des partenaires qui ont des ressources économiques et un statut social élevé, une manière pour un homme d'augmenter ses chances de reproduction, en augmentant ses chances d'être choisi, c'est d'accumuler des ressources matérielles ou se montrer capable de surpasser physiquement les autres hommes ou encore en augmentant son statut social d'autres manières. Et la tendance a aussi été sélectionnée chez les hommes à exagérer leur statut social et leur richesse de façon à augmenter leurs chances de séduire. Mais la tendance à la coercition sexuelle a aussi été sélectionnée. Bon, la coercition sexuelle,
Thornhill et Palmer la définissent comme un concept plus large que celui de viol. C'est un concept qui désigne le fait d'obtenir des faveurs sexuelles par la violence, par l'intimidation ou par le harcèlement. S'adonner à la coercition sexuelle a des chances d'augmenter le succès reproductif des hommes, et ce, même s'ils ne sont pas choisis par les femmes. De sorte qu'il y a eu des pressions sélectives qui ont favorisé la coercition sexuelle. Des comportements ont évolué chez les femmes en réaction parce qu'encore une fois, être la victime de coercion sexuelle diminue leurs chances de survie et de reproduction. Et ces comportements chez les femmes, ils incluent la tendance à trouver un homme pour les protéger et former des alliances avec les autres femmes. Mais bon, je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Bref, la coercition sexuelle, c'est une forme de sélection sexuelle. C'est ce qui explique ultimement son existence. Même si des éléments de l'environnement peuvent aussi jouer un rôle en tant que facteur d'explication immédiate pour le viol. Je reviens ici rapidement sur la critique que Thornhill et Palmer adressent aux sciences sociales. Ce n'est pas que les experts en sciences sociales aient tort de parler de facteurs culturels qui servent d'explication immédiate au viol. Seulement, certains de ces experts, du moins, ne parlent que de facteurs culturels et certains vont jusqu'à nier qu'il puisse exister des facteurs biologiques qui font partie de l'explication. Selon Thornhill et Palmer, il n'y a aucune raison de ne pas appliquer la théorie de l'évolution et de ne pas chercher des causes ultimes quand on cherche à comprendre le phénomène de la coercition sexuelle. Même à supposer que le viol soit un comportement nouveau à notre époque qui survient parce que l'environnement est différent, ce qui n'est pas le cas en passant, mais même là, ça n'empêcherait pas de vouloir savoir pourquoi les adaptations psychologiques des hommes les mènent à ce comportement dans des nouvelles circonstances. Mais en l'occurrence, le viol est loin d'être un comportement nouveau. Il est loin de se limiter aux cultures occidentales. Il est commun dans toutes les sociétés humaines connues, toutes cultures et toutes époques confondues. Que des adaptations pour gérer le viol soient apparues chez les femmes, ça révèle aussi que ça a été commun dans l'histoire de notre espèce. Et le viol est pourtant un acte qui représente des coûts importants pour celui qui s'y adonne. Il est puni socialement. Et Thornhill et Palmer font valoir que toutes les cultures punissent au moins une partie des viols. C'est universel que le viol soit puni socialement. En plus, le viol représente le risque d'être blessé par la victime qui se défend, et aussi celui d'être blessé, voire tué par ceux qui la protègent, comme son père, son compagnon ou un autre proche. Alors, seule la sélection naturelle explique pourquoi des traits coûteux qui existent chez plus d'1% des individus continuent d'exister malgré leur coût. Il faut en conclure que le viol a été favorisé par les pressions sélectives. Bref, le viol est un comportement naturel. Souvenez-vous que ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est inévitable, et surtout ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est moral. L'idée de Thornhill et Palmer, encore une fois, c'est de comprendre à la fois les mécanismes psychologiques qui expliquent que ce comportement soit possible pour les hommes et les facteurs environnementaux qui suscitent ces mécanismes psychologiques de manière à ce que ce comportement se produise. Et c'est nécessaire pour établir des solutions efficaces pour éviter que ça arrive.